Nous allons commencer la table ronde suivante consacrée à des regards croisés sur les modèles anglophones et francophones. Regards croisés sur le modèle anglophone et francophone. Et en m'intéressant un petit peu au sujet, ce qui allait de soi, je me suis fait une première réflexion de Français et d'Européens en me disant, mais on sait bien que la langue française est pratiquée ou connue par 321 millions de personnes dans le monde, sur 5 continents, mais en particulier en Afrique, avec l'Afrique subsaharienne, avec le Maghreb, entre autres. Mais je me suis dit, 321 millions de personnes qui s'intéressent aux Français et qui le pratiquent, mais finalement, nous-mêmes, Français, enfin je parle de moi en tout cas, est-ce que nous nous intéressons à notre langue, à notre culture? Et est-ce que nous nous y intéressons suffisamment pour que ceux qui ne sont pas français, mais qui pratiquent le français, ou qui sont sensibles à la culture française, ou qui sont sensibles à l'univers français, puissent s'y intéresser? Et au fond, le modèle francophone appartient un peu à mes yeux. Mais je me trompe peut-être, et vous me corrigerez, messieurs, dames. Le modèle francophone appartient un petit peu à notre mythologie. Il y a eu des époques où il y a eu des présidents qui ont eu des ambitions pour la francophonie, pour un modèle francophone. Je pense en particulier à François Mitterrand. Mais est-ce que c'est toujours le cas aujourd'hui? Et du coup, je me suis dit, comme nous-mêmes Français, nous vivons déjà souvent dans un univers anglo-saxon, pour ne pas dire américain, que nous laissons parfois abîmer notre propre langue par un vocabulaire issu du globisme numérique et communicationnel, je me suis dit, c'est heureusement qu'il y a quelques 300 millions de personnes qui pratiquent et qui continuent de pratiquer le français. Nous ne sommes pas, nous Français, toujours parfaitement exemplaires dans l'attention que nous pouvons porter à notre langue, à ceux qui s'y intéressent et qui la pratiquent, qu'il me semble que nous ignorons un petit peu trop. Et donc, pour faire ce regard croisé, on va avoir ce regard croisé sur les modèles francophones et anglophones. On a déjà parlé dans la table ronde précédente consacrée au soft power. Je vous présente nos 4 invités, nos 4 intervenants. Madame Stéphanie Rivoal, ambassadrice. Vous avez écrit d'ailleurs un livre qui vient de sortir, j'en profite, qui s'appelle Ambassadrice par effraction. Vous étiez ambassadrice de France en Ouganda, ça ne me fait ordre pas, et vous venez de publier ce livre. Et donc vous êtes aujourd'hui président du groupe stratégique Afrique au sein du groupe DUF. Et donc vous nous donnerez votre vision de ce sujet, entre autres, pas seulement, à partir de ces 12 expériences, peut-être en insistant sur l'aspect économique. Madame Géraldine Mauro, vous êtes manager du fonds Gonat à la Banque africaine de développement et fondatrice du groupe Actos. Et Monsieur Dominique Barjot, vous êtes universitaire, historien économique, on peut dire comme ça. Donc vous avez enseigné dans de multiples universités dans le monde. Et donc, vous donnerez à partir de cette expérience votre regard sur la francophonie et le modèle anglophone. Et puis Yves Marek, vous êtes ambassadeur, et comme Dominique Barjot, vous êtes membre de l'Académie des sciences de l'outre-mer, et vous avez travaillé sur la francophonie il y a quelques années. Et je voulais commencer par vous, monsieur Marek, pour savoir si la présentation que j'ai faite, volontiers un peu outrancière, peut-être provocatrice, en disant que finalement les Français s'intéressent plus eux-mêmes à la francophonie, est-ce qu'au moins la francophonie résiste ailleurs qu'en France? Est-ce que c'est votre sentiment? Est-ce qu'il y a une francophonie, un modèle francophone qui résiste et qui tient bien? Vous avez exercé quelques responsabilités dans ce domaine au tournant des années 90, dans ces années-là. Est-ce que c'est votre sentiment ou est-ce que je pousse le trait ou est-ce que je suis complètement à côté de
la réalité vécue hors de France? Merci, effectivement, c'est une interrogation que l'on peut avoir. Moi, j'ai assisté effectivement au début de la francophonie, juste après le sommet de Québec. J'ai préparé le sommet de Dakar, celui de Maurice, celui de Montréal. J'ai été représentant personnel adjoint à François Mitterrand pour les sommets francophones. Et c'était le moment où François Mitterrand a eu cette idée visionnaire de concrétiser enfin un ensemble francophone. C'était une chose difficile parce qu'on l'oublie aujourd'hui. Mais à l'époque, par exemple, le Vietnam n'avait pas de relations diplomatiques avec aucun pays parce qu'il avait envahi le Cambodge. L'Égypte avait été chassée de la Ligue arabe parce qu'elle avait fait la paix avec Israël. Donc, et il fallait lever la difficulté qui était que le Canada permette au Premier ministre du Québec d'assister à un sommet francophone. Donc, ça a été un exercice mené de manière brillante par un grand diplomate, Jacques Leprêtre, de mettre tout ça ensemble et de manière informelle, puisque c'est une organisation, d'ailleurs c'est peut-être l'erreur que Nicolas Sarkozy a faite avec l'Union pour la Méditerranée, qui n'avait pas de statut, pas de règles, il y avait chaque fois un président qui invitait de manière totalement informelle avec des institutions extrêmement souples. Et l'idée était, et c'est là que je rejoins votre question, de ne pas se concentrer sur la langue française. Au début, c'était pas les sommets francophones, les pays ayant le français en partage, c'était en commun l'usage du français, la première appellation, de manière très très prudente, et le français n'était qu'un prétexte. Et tous les programmes que nous avons développés étaient des programmes qui portaient très peu sur le développement français, développement sur l'agriculture, sur la recherche, sur les universités. Et d'ailleurs, je fais écho à ce que disait le professeur Toumi tout à l'heure. Ce que Tchèque Guillou a voulu faire avec l'UREF, c'était précisément ça, un CNRS à l'échelle de la francophonie, dans lequel des chercheurs, des laboratoires d'excellence en Afrique, au Vietnam, auraient pu travailler ensemble dans un réseau global. Il ne s'était pas de s'intéresser à la langue. Et d'ailleurs, à l'époque, aussi bien François Mitterrand que nous-mêmes dans nos discours, on récusait totalement ce que j'entends partout aujourd'hui, c'est le chiffre du nombre de locuteurs de français que c'était jamais. Nous avions 45 pays membres de la francophonie, maintenant ça c'est élargi, et parce qu'on est sorti d'une définition étroite, 45 pays membres de la francophonie, on additionnait leur population, parce que c'est autant d'États qui pèsent autant. Et je pense que beaucoup de discours trop optimistes sur le fait que le français a de l'avenir, parce qu'on parle beaucoup au gros, sont des discours illusoires, parce que, précisément, si le français n'a pas cette fonction d'utilité, si le français n'est pas central dans la définition même de nos propres politiques, il ne se passera pas beaucoup de temps avant qu'il soit abandonné, parce que les choix de langue, pour chacun, on le perçoit tous les jours, chaque fois qu'on envoie un mail, les choix de langue sont des choix microéconomiques, si j'ose dire, qu'on fait tous les jours, ce ne sont pas des choix idéologiques. Voilà, et donc, à partir du moment où on construit cette identité, à l'époque, il faut savoir que quelqu'un a cité cette phrase de François Mitterrand, qui n'est pas publique, je ne sais plus si c'est Jacques Attali ou autre, qui l'a répété, qui disait « Les Français ne le savent pas, mais nous sommes dans une guerre impitoyable contre les États-Unis d'Amérique ». Et effectivement, le contexte à l'époque, c'était l'idée de bâtir sur tous ces sujets qui ne sont pas des sujets de français, de rapprocher ce qu'était l'identité commune des pays francophones face au modèle anglo-saxon. Et effectivement, à l'époque, les pays francophones étaient un arbre de paix et de stabilité et se comportaient mieux que beaucoup de pays anglophones qui étaient dans beaucoup de désordre, de guerre civile et autres. Parce que probablement ce qui était l'identité du modèle francophone, un peu hérité de la France, c'est-à-dire des institutions stables, un État plus ou moins organisé, des politiques publiques, avait ses mérites. Ensuite, ce modèle a été contesté aussi par la libéralisation économique et peut-être ce pouvoir d'État qui avait un certain avantage pouvait être aussi un boulet, un handicap, parce que ça offre plus prise à la corruption. Et donc, il y a eu une crise du modèle francophone. Il y a eu une autre crise qui est l'Europe, dont on parle, et qui est d'ailleurs contradictoire dans certains modèles, parce qu'en 1989, quand les pays de l'Est se sont libérés, au fond, dans une partie des élites françaises, il y a eu l'idée liquidons l'Afrique. Ou alors, intéressons-nous aux pays anglophones qui ont plus d'avenir.
Et d'une certaine manière, ce n'était pas pour s'intéresser à l'Afrique, c'était d'une certaine manière une forme de haine de soi, de liquider le passé. Je ne suis pas sûr que cette haine de soi ait totalement disparu. Pour revenir à la question brièvement, je voulais soulever un point intellectuellement intéressant, me semble-t-il, sur la question après tout, nous voulons le bien des pays francophones qui y participent, et si nous défendons des conceptions par rapport aux conceptions anglophones, c'est a priori parce que nous pensons qu'elles sont utiles. Donc il y a des modèles qui s'opposent, et nous voulons croire que ces modèles sont meilleurs. Et donc ça implique, c'était un souci que nous avions quand nous mettions en place des politiques sur l'agriculture, sur l'équipement et autres, et que nous en discutions en commun, nous constations effectivement que nous avions des visions communes. Des visions que j'ai tendance à croire humanistes, soucieuses pour le bien public, et je crois encore aujourd'hui que même, non seulement pour l'État, mais quand les entreprises françaises, des Engie et autres, vont en matière de développement, elles ont par rapport aux Chinois, aux Russes ou autres, des manières, ou aux Canadiens, aux Américains, des manières de proposer des solutions qui sont plus généreuses, plus de long terme, plus animées d'une idée générale du bien public que d'un profit à court terme. Et donc, sur chaque sujet, nous avions à déterminer ce qu'est notre identité. Mais je voudrais citer un cas assez amusant, qui est le cas de l'environnement. En 1987, il y a eu la sortie du rapport Brundtland qui a inventé la notion de développement durable. La France a timidement, parce que médiatiquement déjà, combattu cette idée. Chargé de la francophonie, au cabinet à l'époque d'Alain Decaux, j'ai préparé la conférence des ministres francophones qui a eu à Tunis en 1991 pour harmoniser les positions francophones en vue du sommet de Rio en 1992, et ces positions ont été adoptées. Mais, si on y regarde bien, les positions qui, à mon sens légitimement à l'époque, unissaient les pays francophones étaient l'exact inverse de ce que nous défendons aujourd'hui, au nom de la francophonie. C'est-à-dire que, dans la logique du rapport Brundtland, qui part peut-être sa marque scandinave, protestante, américaine, d'une certaine manière, au fond, les sujets d'environnement se ramenaient à l'idée, qui est très américaine, de punir les méchants. D'ailleurs, ils avaient en tête la pollution de la paix d'Oslo, de Malmö, je crois, à l'époque, l'explosion nucléaire de Trimazestan, des déchets toxiques. Donc, on était dans une logique punitive, et avec des institutions spéciales qui devaient l'être. Et la France disait non, nous croyons au programme des Nations Unies pour l'environnement, non plus personne ne parle aujourd'hui, on parle de la COP, etc. Mais médiatiquement, on n'entendait plus parler du programme des Nations Unies pour l'environnement. Et puis on disait l'environnement, c'est pas punir simplement les pollueurs, c'est aussi tout ce que nous faisons en agriculture, pour l'entretien des paysages, des politiques publiques. Donc cette conception profonde de politique publique que nous partagions avec tous les Africains était opposée à tout le discours qui est le nôtre aujourd'hui. Alors aujourd'hui, on se rassure parce qu'à partir du moment où Trump a déchiré les accords sur l'environnement, on se dit, vous voyez, c'est des horribles anglo-saxons, et les valeurs que nous avons adoptées, ce sont les nôtres. Donc Mais effectivement, si on doit avoir des politiques francophones communes, ça implique aussi de faire un travail intellectuel pour savoir quelles sont les idées qui nous ressemblent. On le voit bien d'ailleurs, y compris en politique. C'est une règle générale. Quand un parti politique, s'il est de droite, il est plus facile d'être sur la sécurité parce que ça lui ressemble. Et donc, si on défend des types de politiques de développement francophone, non seulement il faut qu'elles soient justes, mais il faut que nous soyons convaincus qu'elles correspondent à notre identité. Et évidemment, si on mélange avec l'Europe, c'est plus compliqué parce que, évidemment, les francophones et l'Europe n'ont pas forcément les mêmes visions non plus. Et d'ailleurs, je rejoins la question qui a été posée après le débat d'un intervenant dans la salle. Effectivement, l'Europe peut polluer aussi ce débat d'identité. J'ai peut-être allé un peu loin. Alors, cette identité francophone, Madame Rivoal, à partir de votre expérience d'ambassadrice et de votre connaissance de l'activité économique en Afrique, comment vous la jugez? Est-ce qu'elle existe encore? Est-ce qu'elle a déjà perdu la partie? Oui, monsieur. Il y aura des questions. Merci beaucoup. Déjà, je veux juste préciser qu'avant d'être ambassadrice de France en Ouganda, pays anglophone, j'ai présidé Action contre la faim, donc j'ai baigné vraiment dans l'humanitaire pendant 10 ans, et j'ai vécu auparavant 10 ans à Londres. Donc moi, je suis vraiment le modèle complet de quelqu'un qui a été biberonné à la culture anglo-saxonne et qui vit en France. J'étais à l'école en France et tout, donc je suis vraiment le mix des deux. Et donc, je suis intellectuellement, en tous les cas, assez
à même de pouvoir les comparer. Je les ai vécus dans ma chair, littéralement. Et ce que je voulais dire par là, c'est que moi, je suis toujours hyper choquée de dire qu'il faut défendre un modèle francophone. Moi, je défends pas du tout un modèle francophone. Je fais la promotion de quelque chose qui marche. Et quand on est diplomate, en fait, il faut bien comprendre une chose, c'est que normalement, et c'est là où les Français sont trop hypocrites et qu'il va falloir tomber les masques à un moment donné, la diplomatie, c'est défendre les intérêts de son pays. Alors nous, on essaie de défendre des valeurs humanistes, faire le bien. Vous avez dit tout à l'heure, nous voulons le bien. Je ne supporte plus. Je sais que vous dites ça parce que c'était ce qui était dit à l'époque, mais en fait, c'est toujours un petit peu ce qu'on a dans la tête. On veut le bien des autres malgré eux, on sait mieux qu'eux, du haut de notre grande arrogance française, et on arrive en plus à des modèles qui, pardon, ne font pas complètement leur preuve actuellement quand on voit notre système de santé, notre éducation nationale qui est complètement déconnectée des enjeux pour les jeunes d'aujourd'hui. Ouais. On n'a pas forcément des leçons à donner tant que ça, et du coup, il faudrait qu'on arrête ça. Il faudrait qu'on soit beaucoup plus clair sur le modèle français et francophone pour dire, voilà, nos intérêts sont ceux-là. L'anti-modèle de ce qu'on est en train de faire nous, c'est le modèle chinois, voire le modèle anglophone justement, qui est beaucoup plus clair sur ses intérêts, qui sont des intérêts économiques. C'est tout. Ce sont des intérêts économiques. Donc les Anglais défendent des modèles économiques, je les ai vécus puisque j'avais des collègues et je voyais le travail qu'ils faisaient tous les jours et je voyais ce qu'on me demandait à moi de faire. Eux, ils pensent, je pense les Anglais, et notamment les Anglais américains, les Américains, regardez, sincèrement, regardez aujourd'hui, ils s'assoient sur des règles internationales pour protéger leurs intérêts économiques intérieurs. C'est tout. L'OMC, ça ne marche que pour les bons élèves que nous sommes, ça ne marche pas pour les Chinois, et désormais, ça ne marche pas non plus pour les États-Unis. Soyons très clairs, ne soyons plus naïfs, ni nous, ni d'ailleurs les pays africains en face. Si on se met dans une posture de défense de nos intérêts, on est clair avec nos partenaires africains. Et je pense qu'il y a un vrai partenariat économique à faire avec les pays africains pour un développement économique partagé. Les Anglais appellent ça la Commonwealth dans leur grande sagesse. Et nous, on veut des locuteurs français. Vous voyez un peu le décalage ? C'est très bien de faire la promotion de la langue française, mais ça passera par avoir des entreprises françaises qui créent des emplois dans les pays et qui demandent la double langue aux personnes qui soient en Ouganda, au Rwanda, au Sénégal ou je ne sais où. C'est ça les intérêts de la France, de l'Europe, et en face, et ça il ne faut pas l'oublier, les intérêts des pays africains tels qu'ils les expriment. Aujourd'hui, moi, mes collègues diplomates africains, les gouvernants africains ne me demandent pas de défendre la langue française. Ils me demandent de créer des emplois pour la jeunesse, pour ne pas avoir d'émeutes dans les rues et donc préserver leur pouvoir politique. Parce que c'est leur intérêt à eux. Quand on comprend de manière plus globale les intérêts et qu'on est plus transparent là-dessus, et on peut se permettre de l'être, parce que ce qu'on a à proposer en matière de partenariat n'est pas inintéressant. Pour les pays africains, on est capable de former, on est capable de créer des filières. C'est pas la peine de rapatrier en France la production de produits à faible valeur ajoutée. Ayons des partenariats avec le Maroc, avec l'Algérie, avec l'Éthiopie, avec le Sénégal, la Côte d'Ivoire et j'en passe, pour avoir des filières de production de produits dont nous garantissons un approvisionnement, et nous sommes très clairs là-dessus. On investit dans les machines d'information et on va pouvoir s'approvisionner en masques ou je ne sais pas, ou en médicaments. Et voilà le partenariat qu'on propose. Et de là viendra, et croyez-moi, j'ai défendu les droits de l'homme pendant 11 ans de ma vie. J'ai vécu au Soudan pendant 1 an, au Darfour, dans un pays en guerre. On ne peut pas me reprocher à moi de ne pas être droit de l'hommiste dans ma chair, vraiment, dans ma fibre. Mais je suis convaincue désormais que défendre les droits, de lutter contre les discriminations et promouvoir un modèle politique plus juste, plus équitable, plus partagé, passe d'abord par faire un partenariat économique pour que les gens sortent de la pauvreté et puissent ensuite se préoccuper beaucoup plus de l'éducation parce qu'ils en auront les moyens, des votes parce qu'ils en auront les moyens. Il faut quand même se mettre dans la peau des gens. Des campagnes africaines que j'ai parcourues, j'étais sous l'arbre. Hein. Là-bas, on dit ce serait bien que les enfants n'aient pu travailler au champ. Ouais, ce serait bien, hein. Mais ils vont alors dans l'école là, qui n'a pas de livres, qui n'a pas de professeurs, etc. Ils vont où? Puis moi, j'ai besoin de main-d'œuvre, etc. Il faut comprendre les gens. C'est pas pour se servir des enfants qu'ils le font, c'est parce que c'est un modèle qui est leur vie quotidienne.
Donc moi, ce que je propose, du haut de ma fenêtre d'ancienne ambassadrice, d'ancienne banquière d'affaires, d'ancienne humanitaire, c'est cette nouvelle donne dont on a entendu 1000 fois parler, mais que cette fois-ci, on soit très au clair. Les autres, le modèle anglo-saxon, c'est l'économie, ça ne les empêche pas d'avoir des partenariats militaires, développement ou des ententes politiques. Ça ne les empêche pas. Et nous avons la politique des 3D, diplomatie, défense, développement, et l'économie de manière assez hypocrite et laissée aux entreprises françaises, qui ont accès direct au président en Afrique de l'Ouest notamment, s'assoient largement sur l'ambassade, et je suis vraiment bien passée pour vous le dire, mais qui, dès qu'ils ont un petit problème de visa, de taxes, de douane et tout, courent à l'ambassade pour nous dire dépatouillez-moi tout ça. Et moi, je dis, c'est bien, mais vous auriez dû avoir avant. Il faut qu'on soit plus clair. Si on a un véritable projet franco-africain et par ricochet euro-africain, clair sur le partage de la richesse avec un projet de développement économique durable, je pense qu'on peut redevenir attractif par rapport à un modèle anglo-saxon, sans parler du modèle chinois, qui est très attractif pour certains pays africains. Il faut qu'on fasse une contre-proposition. Si on continue à être sur la défensive en disant « il faut parler le français », la culture, sachant que par derrière, on ne fait que couper les budgets dédiés à la culture, c'est une vaste hypocrisie. Donc, faisons un vrai plan de vision, de partage de richesses dans une optique durable. Arrêtons de nous plaindre d'être attaqués ci et là. Ils ont aussi, dans certains pays, le maïs notamment, je ne dis pas que tout est juste, et il y a des choses qui sont en train d'être. Très bien, faisons le grand déballage, mais ensuite, c'est pour repartir vers un nouveau projet. Mais pour ça, je pense qu'il va falloir réviser le logiciel de notre diplomatie française, mais aussi de notre politique africaine, car nous devons avoir une politique africaine. Je ne vois pas pourquoi on n'aurait pas de politique africaine. Il faut qu'on en ait une, il faut qu'elle soit claire, et il faut qu'elle soit équitable dans un optique de défense des intérêts des deux côtés. Bravo. Alors, un nouveau logiciel du modèle francophone basé sur l'économie, Géraldine Mahoro, à partir de, peut-être pas seulement de votre angle Banque africaine du développement. Oui, je peux prendre l'angle Banque africaine de développement, mais alors Banque africaine de développement, nous sommes dans un pays francophone et nous travaillons en anglais. Ça peut vous dire. Voilà. Sinon, je fais juste une petite rectification sur la présentation. L'entreprise, c'est ACT 05, ACT 05. Alors, ce que j'aime venir à chaque fois derrière Stéphanie Rivoire, c'est que ça me laisse le temps de parler d'autres choses. Parce que lui, elle soulève déjà beaucoup de points intéressants. Et là, je me sens, j'avais pris un angle plutôt historique de la chose, puisque le titre était assez vaste, hein, on n'avait pas d'angle imposé. Mais finalement, je me sens comme un devoir de prendre un angle africain dans le monde, puisque toi, tu as parlé de la position de la France par rapport à l'Afrique, la France dans le monde, et puis on a eu l'histoire de la francophonie un petit peu, donc ça sera ni la Banque africaine, ni mon entreprise, ça sera plutôt, même si l'Afrique n'est pas un pays, mais on partage une certaine histoire, et on partage deux grands ensembles dont je vais parler. Et le Rwandaise, accessoirement, qui est un pays historiquement intéressant, y compris sur l'aspect francophonie, anglo-saxon, Commonwealth, coopération, tout ça là. Et c'est vraiment assez représentatif de la nouvelle génération, pas génération en tant que jeune, pas de génération démographique, mais on va dire des nouveaux paradigmes de ce que la mondialisation a amené, c'est-à-dire la compétitivité. Moi, quand on me parle dans
J'ai suivi 2 panels ce matin et il y avait énormément de questionnements sur le lexique et le langage et tout ça. Et le langage, mine de rien, c'est quand même, les langues évoluent, les dictionnaires évoluent. Donc il y a des mots qui étaient considérés comme des mots de rue qu'on retrouve dans le Larousse d'aujourd'hui, des mots qui il y a 5 ans n'existaient pas, qui sont, voilà, parce que c'est usuel, ça représente quand même l'état d'esprit d'une population, ça représente une génération et les usages. Et lorsque dans la langue française, on a encore on considère, on est encore sur un langage colonial, sur un langage d'aide, sur un langage de quelqu'un tout à l'heure disait, je n'aime pas le mot développement, mais là on ajoute encore, on va parler d'aide au développement. Et à chaque fois qu'on est sur ces rapports entre la France, bon, j'aurais pu dire l'Europe, mais comme on est en France, je parle de la France, France-Europe, on se retrouve, moi j'ai participé à des groupes de travail, hein, c'est-à-dire que pendant plusieurs semaines, nous travaillons, notamment autour du sommet, nous travaillons sur ces questions et à la fin on dit alors que pensez-vous, est-ce que nous devrions changer le nom de X agence de développement? Moi j'ai dit mais franchement, je suis venue travailler pendant 2 semaines et à la fin c'est ça la proposition, changer le nom de quelque chose, mais vraiment non. Et ça c'est une mentalité. Donc les langues représentent des mentalités. Et quand un pays, là, il y a le Rwanda, souvent on dit qu'ils sont sortis de la francophonie, mais on n'est pas sortis. On est à la fois dans la francophonie et à la fois dans le Commonwealth et avec une présidente de la francophonie qui est rwandaise. Vraiment, moi, arrêtez-vous dessus et voilà. Il y a une réflexion là-dessus. Et en même temps, le dernier sommet du Commonwealth s'est passé à Kigali au Rwanda. Donc vraiment, ça représente notre époque. C'est la compétitivité. Quand on réfléchit sur ce... Là, on est dans un complexe scolaire dans lequel il y a énormément de cursus master entièrement fait en anglais parce qu'on prépare les jeunes à être prêts pour le milieu de l'emploi. Donc, on a accepté que pour être compétitif, il faut être anglo-saxon. Et donc, la langue française, mes parents ont une éducation à la française. Moi, je suis une génération entre les deux, c'est-à-dire que j'ai vécu et né dans un Rwanda qui parlait français, et maintenant je mélange. Et mes parents, ils ont dit en anglais, donc vraiment, on est dans... Et lorsqu'on doit chercher du travail, créer son entreprise, choisir des études, se former, avoir accès à du contenu, parce que le contenu maintenant c'est tout, le contenu c'est le pouvoir, et le contenu, ne serait-ce que si on prend l'exemple de YouTube par exemple, YouTube qui est quand même la première plateforme de contenu vidéo, et c'est pas seulement pour s'amuser, c'est aussi pour des formations, c'est aussi pour les MOOC et compagnie, donc sur YouTube il y a 80% de contenus qui sont en anglais, 80%, et c'est seulement 6% qui sont en français, seulement 6%. C'est-à-dire que même si on a envie, en fait, on ferait mieux de passer vers l'anglais. Et donc, c'est là où je rejoins ce que disait une personne, oui, voilà, c'était vous, tout à l'heure, en disant, on parle des milliards de personnes qui parlent le français, mais là, je suis d'accord que ce n'est pas le chiffre qui fait la puissance, absolument pas. On dit l'avenir du français, c'est un RDC, parce que, etc. Mais non, mais quand on veut se former, avoir un accès à l'information, on passe au français, même si à l'anglais, même si on est en RDC, parce que les revues gratuites, tous les MOOC, c'est les écoles, les universités américaines qui mettent ça en ligne gratuitement. Donc du coup, ici, au lieu d'être aussi dans la production, dans la compétitivité, on traduit en anglais. C'est un peu ça le raccourci. Non, mais c'est vrai. Donc, je rejoins ce que vous disiez. Est-ce que vous disiez aussi, est-ce que les Français sont en train, les francophones, c'est pas un désamour, mais ils ont un peu baissé les bras quelque part. Et là, si je reviens sur l'angle africain, eh ben, moi je le vois dans ma vie quotidienne, hein, donc dans mes fonctions, je couvre plusieurs pays, il y a des pays anglophones et des pays anglo-saxons, c'est un fonds qui est axé sur tout ce qui est gestion des ressources naturelles, sur tout ce qui est vente des matières illégales, et puis les prêts aux États indexés sur les ressources. Donc il y a des pays anglophones, des pays anglo-saxons, francophones et des pays anglo-saxons. Et puis sur l'aspect entrepreneurial et le fait que je sois entre la France et d'ailleurs pas que la France, c'est de plusieurs pays européens et plusieurs pays africains, je me retrouve moi-même à vivre mon époque dans mon éducation française. Et je me retrouve avec beaucoup de limites, et de plus ça va et plus je prends conscience que ça vient de là. Alors, et là, on se dit, mais il y a vraiment des freins qui sont liés à la mentalité. Et nous, donc, dans l'angle africain,
ce dont nous avons hérité, ce qu'on constate sur les deux grands ensembles, donc les francophones et puis les anglophones, c'est que, bon, on part toujours de l'époque coloniale. Donc, même déjà à cette époque-là, donc pour moi, bon, déjà, je vais placer quelque chose qui est pour moi transversal, qui est la base de tout, parce qu'on parle de l'angle politique, l'angle économique et l'angle social. Que les Français, les Anglo-Saxons sont plus axés sur l'économie que les Français. Moi, je ne suis pas d'accord, hein, parce que même que ce soit la traite négrière, que ce soit la colonisation, tout ça, c'est quand même des bases économiques. Hein. Ce n'était pas du tout du social, ce n'était pas du tout de la politique, c'était quand même de l'économie, vraiment capitalisme de base. Donc, pour moi, ça part déjà de là. Et là, même quand on regarde les systèmes, les deux types de systèmes de colonisation, c'est deux types différents. Et là encore, le Rwanda est un part, on a à part dans beaucoup de choses. Donc, on a le système franco-français de colonisation qui est vraiment sur l'assimilation. Mais l'assimilation, c'est-à-dire que l'individu disparaît. On fait disparaître l'homme de ce... Voilà, c'est vraiment ça. C'est-à-dire que la culture, la langue, les croyances, tout est converti. C'est vraiment par l'assimilation. On ne transmet pas, on oblige à devenir et à penser comme des Français. Donc là, nous sommes à une époque maintenant où c'est très, très, très compliqué de se retrouver en tant qu'Africain issu de la colonisation à la française. Et de l'autre côté, c'était pas d'ailleurs, ils disaient pas colonisation, ils disaient administration. Donc eux, ce sont des pays qui ont été administrés. Donc, avec ce background, voyez-vous, donc avec ce projet en arrière-plan, je ne trouve pas le mot, donc le français c'est toujours long. Donc avec ce projet en arrière-plan de la colonisation, quand même, après la traite, mais ensuite la colonisation, encore une fois, c'était pour ramener des ressources naturelles et humaines de ce côté du continent. C'est économique. Je refuse toutes les personnes qui... C'est économique. Donc, les administrés, eux, ils arrivent clairs dans leur objectif, comme tu disais. Quand ils arrivent, ce n'est pas nous vous emportons, les Français à venir, nous vous apportons la culture, nous vous apportons la civilisation, nous vous apportons l'Église, nous vous apportons beaucoup de choses. Les Anglo-Saxons, ils sont vraiment dans une logique économique. Ils se reposent sur des systèmes déjà existants pour être efficaces dans la manière d'administrer l'économie et l'acheminement de ça vers chez eux. Ça a été toujours comme ça. Donc, du coup, les systèmes implantés d'un point de vue économique, d'un point de vue de gouvernance locale, d'un point de vue l'organisation des populations, les religions, les cultures, ont été beaucoup, beaucoup moins changés que là où il y a eu la colonisation à la francophone. Donc, pour moi, ce sont les bases de où on se retrouve aujourd'hui. Donc aujourd'hui, on se retrouve on a hérité de beaucoup de choses des francophones, puisqu'on a fait du copier-coller avec l'assimilation. Et ce dont on hérite aussi des mêmes limites, du coup, accentuées par le fait que nous-mêmes, nous sommes perdus dans ce processus. Alors, ça crée des états d'esprit où les Français, les francophones, les Canadiens, on va dire les francophones, voilà, on met les Canadiens à part. Les francophones, c'est quand même, pour moi, c'est des théoriciens versus des praticiens. C'est comme on dit en anglais, les anglo-saxons, c'est des doers. Ici, on réfléchit, on écrit, on fait de la recherche, on est dans la théorie, eux, ils sont dans la pratique. On forme quelqu'un, tout à l'heure, je rigolais parce qu'une personne parlait des fonctionnaires. On forme des fonctionnaires, on forme des penseurs. Les anglo-saxons, ils font des intrapreneurs et ils font des entrepreneurs. Donc, un intrapreneur dans une administration, même publique, va apporter de l'innovation, va toujours être compétitif. Ce n'est pas de la parcurisation, comme on dit, alors que, donc voilà, on est confronté à ça. Donc moi, là, je reviens, donc dans les deux grands ensembles, cette manière de penser crée énormément de disparités dans les économies africaines entre les anglo-saxons et les francophones. Et c'est pour ça que beaucoup de pays francophones en off
aimeraient quand même être plus proches des anglo-saxons. Certains, comme le Rwanda, ont sauté le pas par le désamour de la langue française. Je ne vais pas du tout dans la géopolitique. Là, il y a d'autres questions, mais si on parle que de la langue, ce n'est pas du tout par le désamour de la langue, mais c'est pour un souci de compétitivité. Il y a le Gabon qui a annoncé qu'il voudrait aussi rejoindre le Commonwealth. C'est pour cette raison-là. C'est pour la même raison. Et donc, pour moi, c'est ça. Quand je compare les deux systèmes d'un point de vue africain, sur l'angle africain, on est vraiment en train de chercher la compétitivité économique. Et là, on peut presque ajouter ça comme un argument au panel des modèles de développement, le panel qu'il y a eu juste avant le déjeuner, où il y avait les deux ambassadeurs du Bénin, du Sénégal, Titi, du patronat des entreprises francophones, etc. Donc, pour moi, c'est ça. Pour moi, ce n'est pas une question de langue. À partir du moment où une langue est compétitive, les gens la suivent. Donc, ce n'est pas en promouvant la langue qu'on sauve la francophonie. C'est en étant compétitif qu'on sauve la francophonie. Merci beaucoup, on a en fait un peu. Bon, Denis Barjot, alors tout est fiché pour la francophonie ancienne manière. Est-ce que vous pouvez nous remonter le moral un petit peu, parce que j'ai noté quand même que pour être compétitif, c'était l'anglais, quoi. Dans votre... Alors, je voudrais commencer par 3 remarques très rapides, introductives, avant d'aborder 3 aspects de la question. La première remarque que je ferai, c'est qu'il me semble que l'hypocrisie dans la diplomatie fait quand même partie intrinsèquement de la diplomatie. Je ne crois pas que les Américains évitent de mettre en avant des grands principes généraux. Voilà, on peut penser notamment à un héritage wilsonien, dont Obama était la bonne représentation. Dans cet esprit aussi, je dois dire que pour avoir beaucoup enseigné en Chine, et notamment à Pékin, ce qui m'a frappé, c'est que tous les jours, alors je dis tous les jours, il y avait une réception officielle d'un chef d'État africain. Mais sans exception, avec de l'aéroport de Pékin jusqu'au centre, jusqu'à la place Tiananmen, il y avait les drapeaux du pays tout au long, avec un espacement de 10 mètres entre chaque drapeau. Donc ça fait un nombre de drapeaux assez considérable. Voilà, ça c'est la première remarque que je voudrais faire. La deuxième remarque, je ne suis pas à proprement parler un spécialiste de l'Afrique, mais j'ai travaillé sur des zones que l'on peut comparer avec l'Afrique. L'Asie, alors l'Asie de l'Est, développée. Même pour la partie de la Chine qui donne sur la mer. À l'intérieur, c'est différent. L'Asie du Sud-Est, intéressante à comparer en perspective d'avenir avec l'Afrique, et puis l'Amérique latine. La comparaison de la situation africaine avec l'Amérique latine redonnerait un petit peu le moral. Si je puis me permettre, j'en parlerai dans un instant. Et puis, la troisième remarque que je voudrais faire, c'est que je suis assez gêné par un débat qui tourne autour de ce que doit faire la France. Moi, ce qui m'intéresse, ce que je trouve plus intéressant, c'est de me mettre du côté de l'Afrique et de voir qu'est-ce qui peut se faire quand on est africain. Voilà, c'est ça qui m'intéresse, comme ça m'a intéressé de savoir qu'est-ce qu'on peut faire de la Chine si on est en Chine, qu'est-ce qu'on peut faire de la Corée si on est en Corée, qu'est-ce qu'on peut faire du Vietnam quand on est au Vietnam. Et je dirais que c'est aujourd'hui une tendance assez forte de la réflexion des économistes à raisonner comme ça. Au fond, c'est peut-être ça qu'on appelle le décolonialisme d'une certaine manière. Si on veut le prendre de manière positive, c'est en fait renverser l'angle sous lequel on examine les problèmes. Et donc, vous me permettrez de renverser l'angle parce que je trouve que c'est plus intéressant et finalement plus intéressant pour la France elle-même, évidemment. Alors, première remarque que je voudrais faire, c'est que, bien sûr, vous le savez, aujourd'hui, il y a des phénomènes majeurs qui n'a pas été remis en cause par la crise de la Covid, c'est
l'arrivée sur le marché mondial de pays émergents aux poids de plus en plus importants. Et c'est une réalité forte qui correspond en général à des pays que l'on qualifie de pays à revenus intermédiaires. Et je terminerai sur cette notion de revenus intermédiaires parce que c'est un grand débat aujourd'hui pour toutes les économies voulant aller vers l'industrialisation achevée. Alors évidemment, on a tout de suite l'idée que l'Asie domine. Oui, l'Asie domine au début du XXIe siècle. On verra ce qu'il en sera dans 50 ans. Peut-être que les choses seront un peu différentes. Oui, il y a des niveaux de développement sensiblement supérieurs, mais nettement supérieurs au niveau africain en Amérique latine. Mais est-ce pour ça que l'Amérique latine peut offrir une alternative intéressante pour l'Afrique? Malheureusement, je suis assez sceptique. Il y a peut-être un cas qui est intéressant, c'est la manière dont l'Angola, plus précisément le Brésil, l'Angola et le Portugal ont fonctionné ensemble de manière inverse, en sens inverse de la colonisation. C'est-à-dire que les capitaux brésiliens sont allés s'investir en Angola et les capitaux angolais sont allés s'investir au Portugal, permettant au Portugal de surmonter ses crises structurelles. Une chose qui a été assez peu notée, mais c'était tout de même très important. Et puis alors, du côté de l'Afrique, je pense quand même qu'il y a un espoir qu'une grande majorité des économistes se tournent sur l'Afrique, c'est la réalisation d'un grand marché commun de l'Afrique. Voilà. C'est un des grands défis. Alors, beaucoup disent que c'est la voie de développement. Je reviendrai là-dessus. Il faut être un peu plus prudent. Deuxième remarque sur laquelle je voudrais insister, c'est que le poids de l'économie mondiale de l'Afrique s'est renforcé avec le temps, se renforce avec le temps, et la force de l'Afrique, elle attire de sa jeunesse. Voilà. D'autres, beaucoup plus compétents que moi, pourraient en parler dans la salle, mais c'est vraiment un atout formidable dont dispose de l'Afrique. Alors, l'Afrique, ce sont également des économies en voie de transformation profonde. Un bon exemple, c'est quand même le succès du téléphone portable. On retrouve quelque chose que l'on a pu observer en Chine et en Inde. Voilà, on est sur ce modèle de développement. On voit aussi qu'en Afrique, il est en train de se créer un marché intérieur qui peut être porteur pour l'avenir et qui explique en grande partie la bifurcation du milieu des années 90 qui a vu les taux de croissance africains s'accélérer et se maintenir à des rythmes bien supérieurs à ceux de l'Amérique latine, par exemple. On voit aussi que l'Afrique s'est fortement intégrée à l'économie mondiale. Avec cette question qu'on doit se poser, est-ce qu'un haut degré d'intégration dans l'économie mondiale est forcément la voie de la réussite? Pensons aux États-Unis et à la Chine, qui sont dans le cas inverse des économies dépendantes avant tout de leur marché intérieur. Voilà. Et puis, là, on sait, l'Afrique a fait des progrès très importants en matière de gouvernance. On a évoqué le Rwanda tout à l'heure, mais je pense que dans la zone francophone, on peut aussi parler de la Côte d'Ivoire. On pourrait d'une certaine manière aussi évoquer l'Égypte. Je reviendrai là-dessus dans un instant. Alors, l'Afrique est menacée par ces disparités, ces inégalités. C'est typiquement le problème qu'ont relevé les pays émergents. Arriver dans la zone des revenus intermédiaires, c'est arriver au moment où les écarts entre les riches et les pauvres sont les plus forts, permettant une forte épargne et un fort investissement. Un schéma tout à fait classique. Alors reste poser la question des voies de développement pour l'Afrique, et je me permets de réfléchir dans 3 directions. Alors d'abord, oui, poser des questions. Voilà. Alors,
Je rappellerai que les pays les pays émergents sont classés en 4 catégories. Il y a les pays à revenus intermédiaires supérieurs, les pays à revenus intermédiaires inférieurs, les pays moins avancés. Et puis, entre les deux, il y a une zone auquel on pourrait assimiler, par exemple, le Zimbabwe, de pays à faible revenu. 2 modèles alternatifs nous sont souvent proposés. Le modèle anglophone. En général, on va chercher les exemples en Afrique du Sud, au Nigeria, au Ghana et au Kenya, les 4 pays. Et du côté de francophone, en général, le modèle qui va venir d'abord à l'esprit, c'est le Maroc. Parce que finalement, c'est peut-être le pays qui sert le plus de points de référence et qui peut être le plus comparé avec ce qui se fait dans les pays anglo-saxons. N'oublions pas la spécificité du Maroc. Le Maroc est un pays qui, depuis 1906, c'est encore Algésiras, est soumis à une contrainte de libre-échange que ne connaissent pas les autres pays de la zone coloniale française. Et cette histoire particulière, cette relation particulière avec les États-Unis a pesé sur l'originalité du développement du monde. Enfin, la dernière question que je voudrais poser, c'est celle des entrepreneurs et des entreprises. Lorsqu'on s'interroge sur l'entrepreneuriat, il faut d'abord dire que, concernant l'Afrique, très peu d'études scientifiques sont consacrées encore à l'entrepreneuriat, notamment du côté des gestionnaires. C'est un des grands défis. Cependant, on peut déjà s'interroger sur ce que peut être une grande entreprise africaine. Alors, on a dans les pays francophones un modèle qui est celui de l'entreprise publique, dont l'archétype c'est la Sonatrach, en quelque sorte. Voilà, avec ses avantages et ses défauts bien évidents, posant la question des privatisations comme solution alternative. Il y a les entreprises étrangères investissant dans le pays. On peut penser à des groupes comme Bolloré, comme Bouygues en Côte d'Ivoire, etc. Je ne reviens pas là-dessus. Le rôle des minorités, on pense tout de suite aux Libanais. Dans l'Afrique francophone, c'est absolument essentiel, le rôle des Libanais. Et puis, il y a enfin la possibilité de voir émerger des conglomérats dont le groupe Dangote est la référence en Afrique. Parce qu'il ne faut pas oublier que la plupart des pays émergents sont arrivés à s'imposer comme des puissances économiques mondiales, se sont appuyés sur de grandes multinationales émergentes qu'on appelle les global players. Et la Chine en est évidemment le pays qui compte le plus grand nombre, mais l'Inde en compte aussi, et le groupe Dangote est peut-être en train de se constituer en une multinationale des pays émergents, passant du stade de conglomérat à un véritable groupe. Voilà. Un certain nombre d'éléments de réflexion que je veux vivre, sans évidemment apporter de solution. Merci beaucoup.